Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est généreusement sponsorisée par Squarespace. Et aujourd'hui, nous allons modifier une page facilement et rapidement. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la section Meeting DRAC qui a été mise à jour ponctuellement au fil du temps. Comme vous le voyez, nous sommes bien après mars 2026. Donc, je vais simplement ajouter la section San Francisco et environ dans la section terminée. Et je sais qu'un bon nombre d'entre vous sont venus me voir, donc c'était vraiment sympa. Je peux donc retirer cela de ce qui est à venir, ces détails n'étant plus importants. La prochaine réunion d'opportunité de DRAC est celle-ci. Maintenant qu'il y a plus d'intervenants, je peux aller dans Télécharger un fichier et chercher dans le bon dossier l'image concernée. La voilà, et comme vous pouvez le voir, ça se reconfigure automatiquement à la forme et à la taille de l'image. Je peux maintenant ajouter une légende, tout dans la même case, prête à l'emploi. Sauf que, bien sûr, je viens de réaliser que c'était un lien vers les billets pour cette grande conférence bilan le 6 juin. Je peux simplement entrer, sélectionner, choisir une URL ou un lien, demander l'ouverture dans un nouvel onglet, enregistrer, et c'est fait. Cela sera aussitôt mis à jour sur votre site web. Comme vous pouvez le voir, le lien fonctionne déjà parfaitement. Tout est fait facilement et proprement avec Squarespace. Donc, si après tous ces petits tutoriels que j'ai faits, vous pensez que vous pourriez créer un site web, peut-être idéalement pour l'histoire navale, mais on ne sait jamais, vous pourriez vouloir le faire pour une autre raison, alors rendez-vous sur squarespace.com. Drachinifel. Profitez d'un essai gratuit et, quand vous serez prêt, de 10% de réduction sur votre premier site ou domaine avec ce lien. Merci à Squarespace pour le sponsoring. Passons au sujet principal. Les préfixes des navires sont normalement un moyen relativement inoffensif de distinguer un navire d'un autre. Parfois, ils déclenchent de grandes diatribes déchaînées sur Internet par des gens qui, apparemment, écrivent avec leur visage directement sur le clavier et, très occasionnellement, il y a même quelques discussions raisonnées sur leur utilisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelles marines les utilisent? Et pourquoi de nombreux historiens utilisent-ils des préfixes pour des marines qui ne les ont jamais utilisées ou ne les utilisaient pas à l'époque? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les préfixes des principaux navires de guerre, par opposition à ceux des navires auxiliaires et civils. Sinon, on y passerait la semaine. La partie la plus simple, c'est ce qu'ils sont. Ce sont une courte suite de caractères qui représentent les initiales d'un titre plus long, indiquant au lecteur qui est le propriétaire du navire, sur le point d'être nommé. Généralement, ils font 3 caractères, mais des préfixes de 2, 4 ou 5 caractères ne sont pas inconnus. Parmi les plus connus figurent ceux des 2 plus grandes marines de l'histoire récente, la marine américaine, dont les navires portent actuellement le préfixe USS, et la Royal Navy, dont les navires portent le préfixe HMS. Mais où tout cela a-t-il commencé? Il est surprenant que les préfixes officiels des navires soient en fait une innovation assez récente. À l'époque médiévale, pendant l'Armada espagnole et la plupart des guerres anglo-néerlandaises, aucun système officiel de préfixe n'existait. Cela s'expliquait par plusieurs raisons. D'abord, beaucoup de navires de guerre appartenaient au roi, à la reine ou à l'empereur, c'est-à-dire aux dirigeants en place. Quelques-uns appartenaient à différentes villes, cités-États ou à des États dans leur ensemble. Ainsi, les navires pouvaient être connus en interne dans le pays, par exemple comme un navire royal, mais à l'extérieur, ils portaient une variété de désignations comme navire nationalité, c'est-à-dire quelque chose comme navire anglais ou navire espagnol ou navire hanséatique, ou un navire désigné par le nom de son propriétaire, c'est-à-dire on pouvait faire référence au navire du roi Philippe ou à la flotte du roi Philippe, mais quelle que soit la désignation utilisée, elle pouvait s'appliquer individuellement, collectivement, ou être remplacée par une autre appellation. Par exemple, le Henry Grace Adieu, navire amiral de la marine des Tudors à ses débuts, pouvait être appelé le navire du roi Henri, le navire anglais, le grand navire, le navire amiral, ou encore de nombreux autres noms avant son nom officiel. Il pouvait aussi être appelé Grâce-Dieu. Comme les flottes de navires de guerre étaient relativement petites à l'époque, la confusion entre des noms partagés par plusieurs navires était relativement improbable, d'autant plus que de nombreux grands navires avaient tendance à porter des noms composés de plusieurs mots. Et bien sûr, ces flottes étaient réparties entre des pays qui parlaient de nombreuses langues différentes. Étant donné la nature largement catholique de l'Europe jusqu'à peu près à la période des Tudors, donner à un navire le nom de Marie pouvait être assez courant, mais la plupart des grands navires ne portaient pas un nom aussi simple.
Ils ont des mots supplémentaires qui vous aideraient à les distinguer. Par exemple, le navire de guerre anglais Mary Rose, le navire amiral de Christophe Colomb, la Santa Maria de Immaculada Concepción, ou le navire de guerre français Marie Lacour, la Cordelière. Bien sûr, donner au navire le nom de femme qui s'appelait Marie, mais qui n'était pas la Marie biblique, existait aussi, ce qui complique un peu les choses. Mais un autre problème était qu'à l'époque, les flottes combattaient souvent non seulement avec les navires royaux ou appartenant à l'État, mais aussi avec de nombreux navires privés en soutien. Et bien sûr, ils sont tous du même côté, mais les navires privés ne mériteraient pas de préfixe officiel, même si un tel préfixe avait existé à l'époque. Ici, il y avait encore plus de risques de confusion. Par exemple, la flotte anglaise rassemblée pour s'opposer à l'Armada comptait au moins 2 unités, 2 Golden Lions, au moins 5 navires, dont les 2 premiers, qui avaient une forme de lion dans leur nom, 3 Mignons, 2 Revenge, 2 Tigers, et, peut-être sans surprise, 9 navires avec une variation du nom Elizabeth. Cependant, un autre problème était que n'importe quel préfixe comportait généralement au moins une allusion au mot « navire ». Et comme un navire était un type d'embarcation très spécifique, cela ne convenait tout simplement pas à beaucoup d'embarcations de cette époque. Cela incluait leur type dans leur nom, avec des termes comme galère, galion et barque, qui étaient tous des éléments courants dans divers noms de navires. Au fur et à mesure que les navires de guerre s'éloignaient des navires marchands, les navires privés devenaient moins utiles dans les flottes. Et les flottes non seulement commencèrent à s'agrandir, mais passèrent aussi de plus en plus sous le contrôle continu de l'État, même si c'était généralement le monarque qui en était le chef. Cependant, on commence à trouver les premières indications de préfixes d'identification officiels. Au début des années 1700, les navires de la Royal Navy commencèrent à être désignés comme le navire de Sa Majesté britannique, selon le genre approprié, souvent abrégé en HPM Ship ou parfois HPMS à l'écrit. Le terme « navire » était également utilisé, bien que moins fréquemment. Mais à la fin des années 1700, navire de Sa Majesté ou HMS, commença à supplanter et finirait par remplacer HPM Ship. Bien que cela ait brièvement entraîné un autre problème de convention de dénomination, puisque l'utilisation du mot « navire », écrit ou prononcé entièrement, permettait des variantes comme « sloop »,« barque » ou « tender », mais cela a également conduit à un problème où les navires ont commencé à avoir « le » inséré entre le préfixe et le nom. Mais même si « navire le Goliath » peut sembler à peu près correct, HMS le Alexander ne sonne pas aussi bien. Mais à mesure que les HMS sont devenus de plus en plus fréquents, le « le » a fini par être supprimé à un moment donné entre la bataille du Nil et la bataille de Trafalgar. Comme en témoignent les médailles de capitaine qui ont été frappées pour ces 2 batailles, et la convention s'est fixée sous la forme désormais familière de HMS Victory, HMS Royal Sovereign, etc., etc. Mais bien que HMS soit désormais courant, il n'a en fait été officiellement adopté par la Royal Navy qu'aux alentours de 1820, ce qui, bien sûr, conduit à 2 dilemmes distincts pour l'historien moderne. Premièrement, il y a des navires qui ont servi avant et après 1820, comme la Victory elle-même. Elle a été HMS Victory durant presque toute sa vie, mais doit-on rétroactivement lui attribuer ce nom lors des différents engagements de la guerre d'indépendance américaine et des guerres napoléoniennes? Et deuxièmement, doit-on encore remonter le préfixe pour les anciens navires de guerre britanniques qui ont été retirés du service avant 1820, et si oui, jusqu'où remonte-t-on? Certains guides de style suggèrent de ne pas remonter plus loin qu'autour de 1780 ou 1790, période à laquelle HMS est devenu le préfixe le plus couramment utilisé. Mais d'autres remontent jusqu'à la période de la Restauration, moment où la Royal Navy est redevenue royale, après avoir été temporairement une marine du Commonwealth, et est officiellement devenue une partie de l'appareil d'État, au lieu d'être la propriété personnelle du monarque. Mais dans tous les cas, si l'on se tourne vers la marine américaine, dès le début de ce service, il existait une sorte de système de préfixes, bien que non officiel également. Tout comme la Royal Navy, il s'agissait de US ou United States, mais avec un qualificatif. Cela pouvait être navire, frégate, barque, etc. Bien que US Ship, autrement dit USS, en tant que terme plus général, ait été utilisé de manière interchangeable dans divers documents dès le début.
La marine américaine de l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, avait aussi l'habitude de supprimer le préfixe si le navire n'était pas en service. De nos jours, au XXe et XXIe siècle, un navire est lancé, mis en service, puis reste en activité jusqu'à son retrait, ce qui n'est plus vraiment un problème. Mais au XVIIIe et XIXe siècle, en particulier à l'époque de la voile, lorsque les navires étaient très souvent placés en réserve pendant de longues périodes au cours de leur carrière, puis remis en service, puis à nouveau placés en réserve, cela signifiait qu'ils perdaient officiellement leur préfixe et le retrouvaient à plusieurs reprises. Ce n'est qu'en 1907 que le président Theodore Roosevelt a publié un décret stipulant que tous les navires de guerre américains devaient désormais porter le préfixe USS ou United States Ship comme préfixe officiel. Cela nous donne une idée générale de la façon dont ces choses ont pu se produire, mais voici maintenant 4 points clés. Traduction anglaise, forme générale de préfixe, nations qui changent de pratique à plusieurs reprises, et marines qui n'ont jamais utilisé ou n'utilisent toujours pas de préfixe du tout. Premièrement, le problème de la traduction anglaise se pose parce qu'un grand nombre de marines proviennent de pays ayant une forme de monarchie, que ce soit anciennement ou actuellement. Il s'avère qu'un grand nombre d'entre elles utilisent un préfixe qui signifie essentiellement la même chose que celui utilisé par la Royal Navy, à savoir navire de Sa Majesté. La marine impériale allemande et la marine austro-hongroise utilisaient toutes deux le préfixe SMS, signifiant Sainte Majesté Schiff. Les Néerlandais utilisaient, et je m'excuse auprès des auditeurs néerlandais, Zijner ou Hare Majesteit, selon qu'il s'agissait du roi ou de la reine à l'époque, si je ne me trompe pas sur les genres. La Suède emploie Hans ou NS Majestet Skep, navire de Sa Majesté, selon le genre du souverain. Et cela pose un petit problème, car si vous les traduisez tous en anglais, eh bien, presque tous les navires d'Europe portent le préfixe HMS devant leur nom partout. Il n'existe pas vraiment de convention uniforme à ce sujet. Les navires impériaux allemands et austro-hongrois utilisaient simplement le préfixe SMS dans le texte anglais. Mais la plupart des autres ont été traduits avec un ou plusieurs caractères supplémentaires insérés entre le H et le M pour indiquer le pays d'origine. Donc, par exemple, la marine danoise est traduite par HDMS ou navire de Sa Majesté danoise, car il s'avère qu'ils sont le seul pays avec une marine, un monarque et un nom de pays qui commence par D. Mais d'autres, comme les Néerlandais, qui bien sûr viennent des Pays-Bas, et les Suédois, que nous avons mentionnés plus tôt, reçoivent un deuxième caractère, généralement, ou mais pas toujours, en minuscule. Il s'avère qu'il y a au moins un autre pays qui a à la fois une marine et un monarque, ainsi qu'un nom qui commence respectivement par N ou S, donc HNMS ou HS2MS. Séparément, les marines, qui se sont formées lorsque leur nation d'origine était d'une certaine manière affiliée à l'Empire britannique, ou qui ont encore le roi ou la reine britannique comme chef d'État, ou auront tendance à placer l'initiale ou les initiales nationales entre le M et le S, d'où HMS, ou HMCS pour l'Australie et le Canada, ou HMNZS pour la Nouvelle-Zélande. Puis il y a les préfixes généraux. Évidemment, les pays ayant un monarque utilisent généralement une version de ce dont nous venons de parler, mais les pays qui n'ont pas de monarque mais qui ont un préfixe choisissent généralement l'une des deux options suivantes, soit insérer le nom du pays ici, suivi de Naval ou Navy Ship, donc ANS pour l'Algérie, Algerian Navy Ship, ou bien République de nom du pays, navire, donc RSS pour Republic of Singapore Ship par exemple. Comme pour les flottes royales, il existe quelques variations, mais ces deux formes sont les plus courantes. Maintenant, en aparté, pour éviter l'encombrement, il semble que la plupart des auteurs anglophones, comme pour SMS, aient préféré conserver, pour le monde hispanophone, les préfixes dans leur langue d'origine, comme ARA pour l'Argentine, qui signifie Armada de la República Argentina, ou l'Argentine, qui deviendrait probablement Argentinian Naval Ship, ou Argentina Naval Ship en anglais, ce qui entrerait alors en conflit avec l'Algérie, et le merveilleux BAP péruvien, ou Buque Armada Peruana, qui serait Peruvian Naval Ship en anglais, ce qui entrerait alors en conflit avec le Pakistan qui a déjà PNS. Ensuite, nous avons des nations qui, à un moment donné, ont changé de système. L'Allemagne est un bon exemple, car l'Allemagne impériale, comme nous l'avons déjà vu, utilisait SMS, mais la Kriegsmarine et ses différents successeurs n'ont officiellement pas de préfixe.
Dans ces cas, il est techniquement correct d'utiliser les préfixes là où ils étaient auparavant employés, puis de cesser ensuite. Mais cela soulève un quatrième point, les marines qui n'utilisent pas ou n'ont jamais utilisé de préfixe pour leurs navires. Dans ces cas-là, il n'existe pas de convention stricte. Certains historiens préfèrent simplement ne pas utiliser de préfixe du tout si cela n'était pas utilisé historiquement. D'autres utiliseront un préfixe pour chaque marine et d'autres encore traiteront la question au cas par cas. Le Japon, par exemple, n'a jamais utilisé de préfixe pour ses navires en interne, mais, fait intéressant, à l'extérieur, c'est-à-dire lorsqu'il correspondait avec des pays étrangers, de nombreux documents japonais, ainsi que la presse étrangère de l'époque, utilisaient IMS, ou navire de Sa Majesté impériale japonaise, la partie impériale, car le souverain du Japon est un empereur, non un roi. C'est aussi la forme utilisée sur divers navires musées japonais, notamment si vous visitez le Mikasa. Donc si vous devez utiliser un préfixe pour les navires de la marine impériale japonaise, alors HIJMS est le plus approprié, bien que IJN soit aussi parfois utilisé, je suppose simplement parce qu'il est plus court. De même, vous verrez parfois HIRMS utilisé pour la marine impériale russe, bien que IRN et IRS aient parfois été aperçus ici et là, et les navires soviétiques sont plus souvent laissés sans préfixe, mais je pense que c'est probablement parce que USSRS a tout simplement trop de S. Avec la Kriegsmarine, la situation diffère. Les Allemands utilisèrent d'abord des préfixes, puis les ont abandonnés. Cependant, deux préfixes informels sont apparus dans un certain nombre de bonnes références, et ils apparaissent parfois aussi dans des documents historiques, en particulier dans des rapports de renseignements étrangers. KMS, ou Kriegsmarine-Schiff, navire de la Kriegsmarine, et DKM, Deutsche Kriegsmarine, flotte de guerre allemande techniquement. Bien qu'ils soient non officiels, il y a une base raisonnable pour les utiliser si vous préférez le faire. Et pour inverser les choses, à l'époque couverte par la chaîne, la Regia Marina italienne a effectivement des preuves de l'utilisation de RN ou Regia Nav, navire royal. Mais un peu comme les styles britanniques et américains plus anciens, on peut aussi les retrouver dans des documents historiques utilisant des désignations spécifiques aux navires, comme RS pour les sous-marins. Donc, dans ce cas, le Regia ou Regio, selon l'orthographe, serait la partie permanente. Le R, puis le S ou le N ou autre serait utilisé comme désignateur de navire. Mais puisque RN Regionave est le terme générique le plus approprié, c'est généralement celui que vous verrez utilisé, même si parfois certaines personnes utilisent aussi RM pour Regia Marina, mais cela reste très minoritaire. Certains pays comme la France n'ont jamais officiellement utilisé de préfixe. Vu leur passage répété entre Empire et République, c'est sans doute préférable, sinon il y aurait eu de nombreux préfixes différents. De nos jours, bien sûr, de nombreuses marines qui n'ont jamais officiellement eu de préfixe, comme la marine française, reçoivent à l'international un nom de pays suivi d'un désignateur de navire, simplement pour faciliter l'identification. Dans les formations OTAN, les navires français portent l'indicatif FS suivi du nom. Mais encore une fois, pour les navires historiques, dans ce cas particulier, MN pour marine nationale est parfois utilisé. Comme vous pouvez le voir, les Marines qui employaient un préfixe, le préfixe employé et la période d'emploi, pouvaient varier considérablement. De manière générale, même s'il est techniquement correct de suivre l'utilisation précise à la lettre, de nombreux historiens, comme mentionné précédemment, ont utilisé des préfixes semi-officiels, soit pour simplifier les choses, soit pour aider à distinguer les navires. Par exemple, évoquer le navire allemand Scharnhorst peut pousser votre interlocuteur à demander lequel, car au moins 3 navires de guerre et 2 paquebots ont porté ce nom. Mais si vous utilisez SMS Scharnhorst, KMS Scharnhorst et FGS Scharnhorst, alors, au moins pour les navires de guerre, il est beaucoup plus clair de savoir de lequel vous parlez réellement. Pour les 2 SS Scharnhorst, il vous reste à préciser s'il s'agit de la version de 1904 ou de 1934, mais c'est votre problème si vous êtes historien des paquebots. De même, le HIJMS Karger désigne clairement le porte-avions de la Seconde Guerre mondiale par opposition à son homologue moderne. Bien sûr, avec les navires de la marine américaine et de la Royal Navy où ils réutilisent sans cesse les mêmes noms, eh bien, bonne chance. Sur cette chaîne, je vais utiliser les préfixes officiels quand ils existent. Et puis,
Dans la plupart des autres cas, pour différentes marines, j'aurais tendance à utiliser le préfixe non officiel qui semble être le plus couramment utilisé dans les ouvrages et revues historiques. Pour les mêmes raisons déjà exposées, j'espère que cela vous aide un peu et à la prochaine vidéo.